de la PMA. Alors, l'avis du comité d'éthique était très attendu. Il s'est prononcé ce matin pour l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. La question est maintenant de savoir si cet avis sera repris par le gouvernement dans son projet de loi. Les opposants à une telle extension de la PMA se mobilisent, parmi eux la Manif pour tous, la Conférence des évêques de France. Mais on écoute d'abord les explications données ce matin par le président du comité d'éthique, le professeur Jean-François Delfrécy. Il y a de la part de ces femmes une demande, une demande qui tourne autour du désir d'enfant, qui est un élément qui n'est pas suffisant, bien sûr, mais qui est un élément à prendre en compte. Et enfin, que dans ce monde qui change autour de la procréation, et qui n'est pas terminé, il y aura d'autres très grandes questions qui se poseront autour de la procréation, il faut à un moment donné que le cadre se crée. Et c'est dans cet esprit-là que nous confirmons donc notre position. Jean-Louis Bourlange, le professeur Delfrécy parle de monde qui change. Ce sont des arguments qui vous semblent convaincants pour justifier... C'est un problème absolument fondamental. Je crois qu'on ne peut pas l'aborder d'une façon rapide dans le cadre de cette émission. Le problème qui est posé, c'est celui que vous posez. Comment doit se situer le gouvernement ? Je crois qu'il y a trois rôles. Il y a le Conseil, le comité d'éthique qui éclaire le problème, le gouvernement qui va faire une proposition, on verra ce qu'elle sera, et la conscience des parlementaires qui doit disposer. Je pense que dans cette affaire, il faut aborder cette question de manière totalement opposée à la façon dont on a abordé le mariage pour tous. C'est-à-dire, il ne faut pas en faire un enjeu partisan, politique, collectif. C'est une affaire extrêmement, pas seulement ça, mais la fin de vie, enfin toutes les affaires de bioéthique doivent être examinées à la lumière de la conscience de chacun. Nous réfléchissons à cela au MoDem, nous sommes très très loin d'aboutir à une réflexion collective pour l'instant, et nous pensons que ce sont les parlementaires qui doivent La République En Marche a dit que les parlementaires auraient leur liberté de vote. Oui, enfin, ça sera la même chose au MoDem ? Mais on verra la proposition. Je pense qu'il faut prendre son temps, il faut nourrir ce débat, il faut écouter les gens, et il faut prendre effectivement une décision en conscience, individuellement. Le débat n'est pas clos, Olivier Duhamel ? Ah non, enfin, pour moi. Non, mais je suis très curieux, avant de vous répondre, si vous me permettez de perturber un peu votre... Mon ordonnancement. Votre ordonnancement si savant, entendre Alexis. Pour savoir si nous sommes d'accord ou pas. Alors, voilà, c'est quand même moi qui décide, donc c'est vous qui donnez votre point de vue d'abord. C'est vous qui décidez, mais moi je vais me livrer un petit jeu. Un petit jeu, commencez pas à dire ça y est, il fait le prof arrogant et tout. Un petit jeu. Alexis, qui a écrit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ? Alors allez-y, monsieur le professeur, dites-moi qui c'est. Kant. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est une assez belle définition de la liberté. En quoi est-ce que le fait que deux femmes vivant en couple et un enfant avec la procréation médicalement assistée, ça nuirait aux évêques de France, personnellement, ou ça nuirait au couple... Non, ça nuirait au couple... Ça, c'est bas de gamme comme argument. Non, pas du tout. Ça ne nuit pas... Quand je m'interroge sur le fait d'accorder ou pas un nouveau droit, je dois me poser de la question de savoir si ce droit ne nuit pas à autrui. Et il y a des cas où ça nuit à autrui. Oui, par exemple, ça nuit à autrui que je roule à 200 km/h parce que je risque de le tuer, et donc on porte atteinte à ma liberté en me limitant à 130. Perico, j'ai pas dit 80, à 130 sur autoroute, et cette altération de ma liberté est pour ne pas nuire à autrui. En quoi est-ce que si deux femmes ou une femme seule a recours à la PMA, ça nuirait à autrui ? Ça peut peut-être nuire à l'enfant qui, du coup, est privé du droit d'avoir un père. Et qui, pour la première fois dans l'humanité, depuis que le monde existe, ne serait pas le fruit d'un homme et d'une femme, mais le fruit de deux femmes. Mais je ne dis pas d'être élevé par... C'est pas la question. Là, vient l'argument qu'on a entendu, de la diversité actuelle des structures familiales. C'est pas la famille, je parle de la filiation, de la nature ontologique qui fait que d'où je viens. C'est pas qui m'élève, je peux être élevé par un homme, deux femmes, c'est pas la question. C'est d'où je viens. D'où viendra l'enfant ? Vous allez lui dire qu'il a été fait par deux femmes. On va lui dire qu'il a été fait par
l'apport d'un sperme étranger et que ses parents sont Christiane et Marie. Mais qui donc, dans sa filiation, dans son état civil, il n'y aura pas de père. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme un espèce de mensonge que vous faites à cet enfant? Non. Qui par ailleurs, à 18 ans, quand il voudra connaître son père, maintenant il y aura le droit? Il n'est pas question de lui mentir. Et ça, je suis totalement contre le fait de lui mentir. Je veux dire, oui, mais enfin... Peut-être que c'est une nuisance philosophique, si vous voulez. Si on est obligé de monter au niveau de la philosophie, quand j'aurai fini ma phrase, si on est obligé de monter au niveau philosophique, très respectable, certes, pour qualifier la nuisance, elle est contestable et faible. J'en ai fini. Si vous prenez le point de vue des évêques, si ce n'est situe pas au niveau philosophique, si ce n'est pas au niveau des fins dernières, mais non, vous dites... Ça ne les concerne en rien. Pardon. Non, si, c'est ce que vous nous avez dit. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. Pas du tout. Vous valez mieux que ça. C'est assez sympathique. Pas du tout. Alors, on va faire une petite manifestation de cléricalisme avant Péricot, décidément. Et on va écouter Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, qui s'exprimait sur ce sujet hier. C'était sur RTL. Et Monseigneur Aupetit, qui auparavant était médecin. Pour les femmes qui auraient un enfant seul, c'est introduire effectivement l'absence de paternité, c'est l'institutionnaliser l'enfant, un droit d'être élevé par son père et par sa mère, c'est ce que disent d'ailleurs la Déclaration des droits de l'enfant de l'ONU de 91. Le problème, c'est que si le père est simplement un donneur de gamètes, eh bien le fait même de la paternité disparaît. Le fait même de la paternité disparaît, nous dit Monseigneur Aupetit. Péricot. Nous sommes des débatteurs... Non, on est sur le terrain politique, on est sur le terrain des idées. Je me souviens du président de la République précédent, nous jurant avec une voix solennelle que nous n'irions pas à la PMA. Voilà. Donc, je réponds à Olivier Duhamel. Est-ce qu'il y a une nuisance pour autrui? Je vous fais le pari, et d'ailleurs c'est déjà en marche, que des gens vont dire la PMA ne concerne que les couples homosexuels féminins. C'est totalement injuste pour les hommes. Donc on va tout droit à la GPA. Et nous sommes confrontés, et nous allons aller à la GPA. On ira à la gestation pour autrui. Mais non, puisque la phrase de Olivier Duhamel, on peut l'appliquer à bien des choses. Et donc c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives. Donc, Madame Taubira a réussi son coup quand elle a dit « si j'obtiens le mariage pour tous, j'obtiendrai la GPA », c'est inéluctable. La société a évolué, on ne va pas faire marche arrière, les Français sont pour. On peut se poser une question éthique, est-ce que toutes les évolutions de la science sont là pour satisfaire les lubies individuelles ou les pulsions individuelles ou les besoins individuels sans tenir compte des besoins de la collectivité? Le désir d'enfant, une lubie, vous y allez fort. Petite pression sur la GPA, la distinction. Certains disent, oui, il y a une différence quand même, la marchandisation du corps et tout ça. Ça peut nuire à autrui dans la définition que nous donnait Olivier Duhamel. J'exige tout de suite. Mais aussi, parce qu'il faudra évidemment, à un moment, rémunérer les dons de sperme parce qu'il n'y en aura pas assez. Surtout si on supprime l'anonymat. Ce qui est le cas également de l'avis du comité d'éthique sur la levée de l'anonymat sur les donneurs. Ce qui me gêne dans ce débat, c'est moi, j'ai pas lu encore l'avis. Je me fiche un peu s'ils disent qu'ils sont pour ou contre. Ce que je voudrais savoir, c'est comment ils argumentent, comment ils analysent. Car ce qu'on attend du comité d'éthique, c'est pas qu'ils votent à notre place, si je puis dire. Mais ils les ont donnés, Jean-Louis. Oui, je sais, mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas lu. Il a évoqué très vite. Mais les deux arguments forts qu'il donne, c'est le droit. Non, il dit non. Il y a des éléments partagés alors que le consensus n'existe pas. Les éléments partagés sont qu'il y a désir d'enfant et que les situations familiales se sont grandement transformées en France. Oui, mais d'accord, mais on peut peut-être un début d'argument. Moi, ce qui me paraît, là où je trouve que Alexis soulève un point qui est vraiment tout à fait intéressant, c'est que je crois que le droit aux origines est quelque chose de fondamental. En fait, nous vivons depuis 50 ans, d'ailleurs depuis mai 68 pratiquement, nous vivons deux logiques. Nous vivons une logique sociale, selon laquelle, alors, le genre, on abolit la nature, on crée des couples sur la volonté personnelle. Le mariage les sexes sont une création de la société et les enfants une création de la volonté. Et puis, parallèlement à ça, on a une remontée impressionnante du génétique, qui se traduit sur plein de choses, qui se traduit par exemple sur la dénonciation de l'adoption plénière, qui se traduit sur la remise en cause des enfants sous X. Et dans un certain nombre de cas, moi je sais de quoi je parle en cette matière. On a besoin de trouver ses origines. On a besoin de savoir de qui on est le fils. On a besoin de savoir tout cela. Et ça, c'est quelque chose qui va
qui est un peu contredit par la PMA. Donc je pense que le débat est extrêmement difficile, et là on peut considérer qu'il peut y avoir une nuisance, ne serait-ce que thérapeutique. Enfin, combien de maladies sont traitées par la connaissance des précédents médicaux de votre géniteur. Donc, l'avis de ce matin se prononce pour la fin de l'anonymat du don. Oui, de ce matin, je suis d'accord, mais c'est un élément très important. C'est pour ça que je ne veux pas me prononcer sur le fond aujourd'hui. Mais je crois que ce conflit est au cœur de nos débats. Et quand on parle des dons commerciaux, il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça existe déjà. Ça veut dire qu'il va y avoir, on pourra choisir la couleur, le sexe de son enfant, la couleur de son enfant, puis peut-être le QI des parents, de quel milieu social cet enfant. Enfin, c'est quand même une logique d'eugénisme vers laquelle on va. Et le prénom. Un mot, et puis je voudrais donner quelques réactions. On n'est pas obligé d'être formidable. On pourra même choisir le prénom. Nous avons M. Zemmour qui va s'initier dans cette polémique. Mais attention. Alors, les avis des internautes, on les retrouve avec JLR qui nous dit sur le Figaro.fr, on parle de PMA, on pourrait tout aussi bien se pencher sur l'adoption pour en simplifier le processus. Johan qui répond à Olivier Duhamel précisément, ça nuit à l'enfant qui grandit sans figure paternelle. Et Monique, on peut suivre l'avis du comité, mais en aucun cas la sécurité sociale doit prendre en charge la PMA. Ça, c'est effectivement une question sous-jacente, c'est le remboursement total pas. Et à la question Twitter qu'on vous posez, le gouvernement doit-il suivre l'avis du comité consultatif d'éthique? Vous êtes 60% à nous dire que non. Un dernier mot sur ce point peut-être. Il y a un grand désaccord, mais c'est légitime, mais il y a un grand désaccord ici, ce qui n'est pas le cas dans le sujet précédent sur l'immigration, entre vos internautes et les Français dans leur ensemble, dans les sondages qui sont devenus beaucoup plus en faveur de la une nuance quand même. Bon, d'abord, il y a eu cette grande consultation dont on parle bizarrement les États généraux de la bioéthique. Alors, où quand même, en gros, c'était 80% contre la PMA et 90% contre la GPA. Bon, ça, on l'a décidé de le mettre de côté. Mais on va dire que c'est les plus déterminés. Les plus motivés par la question, peut-être. En même temps, on a posé là récemment avec la Sofres, on a fait une liste de 18 réformes qu'on a soumises aux Français en disant lesquelles sont pour vous importantes, secondaires ou inutiles, prioritaires, importantes, secondaires, inutiles. La première, c'est le changement climatique. La deuxième, c'est réduire le nombre de parlementaires. La troisième, c'est reconduire à la frontière les déboutés du droit d'asile. On montre quand même l'absurdité de la hiérarchie. C'est quand même intéressant, ça a un sens. La 18e sur... C'est la... le nombre de parlementaires. Du nombre de parlementaires. La 18... Attendez, mais c'est intéressant. La 18e sur 18, c'est autoriser l'accès à la PMA. Non, mais là, franchement, donc ça veut dire, Alexis, vous charriez. Je ne charrie pas. Vous avez aussi publié des sondages. Même vous, vous avez, parce que vous êtes honnête quand même. Vous avez publié des sondages qui montraient que c'était faramineux. Mais c'est pour ça qu'il faut raisonner. Non, c'est 60-40. Mais c'est intéressant. Oui, mais ça veut dire que si on se met à la place du gouvernement, il faut raisonner en termes de dynamique. Et je vous rappelle qu'au moment du mariage pour tous, tout le monde disait la société est prête, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Et y compris les hommes politiques de droite qui d'ailleurs n'y voyaient pas d'inconvénient. Puis là-dessus, la société s'est exaspérée et l'affaire a prise. Là, quand on demande aux gens, donc 18e sur 18, et quand on demande aux gens c'est prioritaire, il y en a 11% qui disent prioritaire, et les gens qui sont contre, qui disent que c'est inutile, c'est 17%. Donc il y a aujourd'hui quasiment 2 fois plus de gens très hostiles au nombre de gens très favorables. En termes de dynamique politique, c'est intéressant. Évidemment que les Français sont plus pour l'augmentation de leur pouvoir d'achat que pour le fait que 1% de la population puisse avoir recours à la PMA. 18 sur 18. 3/4 des Français favorables à l'ouverture de la PMA. Oui, alors il y a différents sondages. C'était 60% selon l'IFOP. C'est de 60 à 75. La société est acquise à cette idée. Non, mais écoutez, voilà, ça c'est un fait. Voilà. Oui. Bon. Maintenant, il faut accompagner cette mesure avec une cohérence politique. Ça ne veut pas dire que c'est pas un rempart. C'est pas une raison suffisante, évidemment. Ils pourraient être, ils sont à 80% pour bloquer toute immigration. Je suis pas d'accord. On se cale pas sur les sondages. Mais je voulais juste souligner que il y a une force militante brésétiste qui s'exprime chez vos internautes qui n'est pas la même que l'opinion des Français. Je suis plutôt dans la minorité chaque fois, si je peux. On va voir dans quelle minorité ou pas vous vous situez pour le thème suivant.